système immunitaire. Un des sujets auxquels les pays accordent le plus d'importance est la défense. Contre tout type d'éventuelles menaces pouvant venir de l'intérieur et de l'extérieur, ils doivent constamment être prêts. Pour qu'un pays puisse rester debout, il est impératif qu'il dispose d'une armée régulière. L'unité du pays est essentielle. En ce sens, on montre un grand soin à l'éducation militaire et les armées sont pourvues avec les équipements les plus modernes. La même situation est également valable pour les êtres humains. Les êtres humains aussi ont des ennemis. Seulement, nous ne pouvons pas voir ces ennemis et nous ne serons même pas au courant de leur présence. Or, eux sont toujours là. Dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, bref, partout là où il y a la vie. Depuis l'instant de notre naissance, notre environnement est entouré par une communauté invisible, sournoise et agressive. Ce sont les microbes, les bactéries, les champignons et les virus. Ils mangent, se reproduisent, chassent et sont chassés. Seulement, contre tout type de menace extérieure, une armée qui nous protège subtilement est constamment prête. Notre système immunitaire. Une communauté systématique dont le nombre de ses membres dépasse les 1 trillion. L'armée la plus nombreuse, la plus ordonnée et la plus disciplinée connue dans l'univers. Dans ce film, nous allons découvrir les micro-organismes, les microbes avec lesquels nous partageons l'environnement dans lequel nous vivons, et nous allons être témoins du combat mené par notre corps contre ces derniers. Vous allez regarder avec étonnement comment les forces amies et ennemies agissent de manière consciente. Et vous allez vous apercevoir que cette conscience qui règne à chaque stade de ce combat appartient à Allah le Très-Haut qui les a créés. Vous allez comprendre la raison pour laquelle Allah a créé les maladies. Notre système immunitaire. Faites connaissance avec cette grande armée à l'intérieur de vous. Le corps humain cerné par les microbes. Même si on pense se trouver dans des environnements aussi propres que possible, nous partageons en fait notre entourage avec de nombreux micro-organismes. Les plus grands de ceux-ci sont les acariens de la poussière. Ces animaux microscopiques vivent autour des poils sur votre peau. Quant à ceux qui sont encore plus petits, ce sont les variétés de microbes qui vivent parfois sous forme de colonies composées de millions d'individus. L'être humain est entouré de ces êtres vivants invisibles. L'ennemi qui attend l'occasion pour envahir notre corps est à l'affût à chaque moment. Les bactéries, ce sont les seuls unicellulaires qui, à la première occasion, se multiplient dans l'environnement qu'ils trouvent approprié. Les champignons, les parasites qui règnent dans les environnements humides. Et les virus, les forces d'occupation les plus dangereuses que l'on connaisse et dont l'existence nous fut révélée seulement avec la découverte du microscope électronique.
ceux qui sont les plus sournois et les plus dangereux, le virus de la grippe, le virus de la fleur, l'Ebola, la polio, le virus du sida et les autres. Il y a un siècle de cela, avec des microscopes optiques rudimentaires, il y avait une question mystérieuse à laquelle les scientifiques cherchaient une réponse. Les cellules étaient détruites à une vitesse étonnante par un ennemi invisible. Dans ces années, la raison de la mort en masse de ces cellules était un mystère pour les scientifiques. Jusqu'à ce que dans les années 1930, les scientifiques allemands inventent le microscope électronique. Dans cette technologie d'imagerie, à la différence des microscopes optiques, on a commencé à utiliser les particules d'électrons au lieu du faisceau de lumière. Et lorsque les corps étaient agrandis 7000 fois, on pouvait désormais voir cet ennemi mystérieux. Les virus. Ainsi, une toute nouvelle dimension de la vie fut découverte. Une communauté qui est formée de nombreuses variétés de formes géométriques intéressantes dont des trillions d'individus tiennent dans un seul point. Pour cette raison, ils sont connus pour être la forme de vie la plus petite sur Terre, car leur taille n'est de seulement qu'1 millième de millimètre. La structure des virus fut conçue pour ne pas subir de dommages, même dans les conditions les plus difficiles. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent la cellule qu'ils vont capturer, ils peuvent attendre sous forme cristallisée. Ils sont patients. Dans un endroit où les conditions sont extrêmes, ils peuvent même attendre des siècles. Ils sont codés pour se multiplier. Et bien sûr, causer des dommages en se multipliant. Voici donc la structure détaillée des virus rendue plus compréhensible avec l'aide des ordinateurs d'aujourd'hui. Et le virus du sida qui laisse l'humanité dans l'impasse. À l'intérieur se trouve une chaîne d'ADN soigneusement protégée sous l'apparence d'une protéine. L'information qu'elle transporte indique comment produire les nouveaux virus du sida dans les cellules qu'elle envahit. Les virus qui entrent dans les cellules des plantes, des animaux et des êtres humains ne peuvent pas vivre et se multiplier sans utiliser les nutriments, l'énergie et les organelles de ces dernières. Car les virus n'ont pas de système pour vivre et se multiplier à eux seuls. Pour cette raison, ils entrent dans une cellule appropriée à leurs besoins et ils l'occupent. De cette façon, la cellule visée devient sous peu une usine qui fabrique des virus. Au premier stade, le virus diagnostique avec une grande minutie si la cellule lui est conforme ou non. Grâce à des capteurs spéciaux, il contrôle la cellule. Ensuite, il ouvre un trou dans la membrane cellulaire en utilisant des enzymes dissolvantes. Ici, il met son propre code génétique à l'intérieur de la cellule. En ce moment, vous regardez les virus qui s'infiltrent dans les cellules. La cellule, qui n'est au courant de rien, poursuit ses activités habituelles. Et en pensant produire les protéines dont elle a besoin, elle commence à copier cette nouvelle ADN. En raison de ce piège intelligent, la cellule devient sous peu une usine qui fabrique son propre ennemi. Après un certain temps, la cellule se remplit de virus à ras-bord et éclate. Les nouveaux virus qui se diffusent aux alentours vont continuer à répéter cette tactique de reproduction intelligente dans d'autres cellules. Les virus sont très sélectifs. Différents types de virus attaquent différentes textures de notre corps. La rage s'attaque aux cellules formant la texture du cerveau. Les différents virus du rhume se dirigent vers les cellules qui couvrent notre nez et nos sinus. Le virus des oreillons infecte uniquement nos glandes salivaires dans notre bouche.
Quant au virus de l'hépatite, il s'installe dans le foie. L'infection de la grippe est la maladie qui fait s'efforcer le plus notre système immunitaire, car chaque année, un virus de la grippe différent est la cause d'une épidémie. Et chaque hiver, apparaît face à nous un virus que nous rencontrons la première fois. Face au virus de la grippe qui possède des particularités différentes, notre système immunitaire est toujours obligé de faire une sérieuse lutte. Ceci est la raison pour laquelle est produit chaque année un nouveau vaccin contre la grippe. Ce congélateur abrite les différents virus de la grippe. Chaque récipient contient une génération de grippe qui fut la cause d'une épidémie à une certaine année. Ces virus sont encore très dangereux, car ils ne sont pas morts, ils sont seulement en état de sommeil. Si vous réchauffez et respirez le virus de la grippe de la saison 1980, vous tomberez malade. Derrière ces corridors froids et ces portes fermées, sommeille un virus encore plus dangereux pour l'humanité. Le virus de la variole. En raison de la stratégie qu'elle possède et du fait qu'elle triomphe facilement de sa cible, on fait toujours des recherches sur ses propriétés. Elles ne sont conservées que dans 2 endroits dans le monde, la Russie et les États-Unis. Et elles vont continuer à être conservées jusqu'à ce que leur fonction soit complètement comprise. Il est très clair que les virus agissent dans le cadre d'une stratégie et d'une planification extrêmement efficaces, à tel point que les caractéristiques que possède le virus furent exactement conçues de manière à utiliser le système fonctionnant à l'intérieur de la cellule. Il est très clair que celui qui crée le virus contrôle aussi les principes de fonctionnement très complexes de la cellule. Il est clair que ce créateur est Allah le Très-Haut, qui crée à partir du néant et le virus et la cellule dans laquelle il va s'installer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et nous n'avons créé les cieux et la terre et ceux qui ont entre eux que pour une juste raison. Les virus, qui avec leur petite taille rendent malade le corps de l'être humain, qui est des millions de fois plus grand qu'eux et l'entraînent parfois jusqu'à la mort, sont des êtres vivants spéciaux qu'Allah a créés pour rappeler aux gens leurs faiblesses. Allah est celui qui crée à la fois la maladie et la guérison de celle-ci. Il a créé les virus en tant que cause des maladies. Quant à la guérison, elle est cachée dans un autre miracle de la création qui se trouve dans notre corps, c'est-à-dire le système immunitaire. La guerre. Autour de nous, il y a toujours un microbe que nous pouvons rencontrer. Et surtout, si celui-ci est un virus, cela veut dire que le danger est de taille sérieuse. Lorsque le virus entre à l'intérieur de notre corps, par la cavité nasale ou buccale, il se cherche une cellule appropriée. Mais il y a une armée de défense pour l'accueillir. Les unités de cette armée qui accueillent en premier les virus sont les macrophages qui patrouillent constamment dans notre corps, c'est-à-dire les unités de nettoyage qui circulent dans le corps. Les macrophages, en circulant parmi nos cellules, empêchent les ennemis de s'installer dans notre corps. Pour pouvoir distinguer les microbes de nos propres cellules, ils ont subi une éducation spéciale. Du fait de leur structure, ils peuvent se diriger subitement vers plusieurs objectifs et peuvent éradiquer de très nombreux microbes au même moment. Dès qu'ils comprennent qu'un corps est étranger, ils l'avalent et poursuivent leur route tout en le digérant. Si l'ennemi est en nombre supérieur par rapport aux macrophages qui peuvent faire face et passer à l'attaque, ces derniers sécrètent une substance spéciale du nom de pyrogène.
Cette substance est l'appel qui donne le signal d'alarme à tout le système immunitaire. En outre, le pyrogène avertit le centre d'augmentation de température du cerveau et la température de l'être humain augmente. La personne dont la température augmente va naturellement ressentir le besoin de se reposer. Ainsi est empêché le fait que l'énergie soit dépensée d'une autre manière et toute l'énergie du corps est réservée en priorité pour le combat. Avant que notre système immunitaire commence le combat, il doit obligatoirement connaître l'ennemi à fond et prendre des renseignements. Ici, un devoir important incombe aux macrophages, car les macrophages combattent corps à corps avec l'ennemi et sont les unités qui assurent le premier contact. À cette fin, lorsque le macrophage attrape et avale un virus, il transporte en tant que dossier d'information un morceau propre au virus, de manière à pouvoir le distinguer de l'extérieur. Ceci est une information de renseignement préparée par le système immunitaire pour les cellules auxiliaires T. Ces unités qui sont très dynamiques décodent les renseignements sur l'ennemi et les diffusent à chacune des formations de l'armée de défense. Dès qu'elles reçoivent les renseignements, les cellules auxiliaires T avertissent en priorité les autres cellules concernant la menace de l'ennemi. Pour cela, elles sécrètent une molécule du nom de lymphokine. Ce message chimique est l'alarme de guerre qui fait immédiatement passer à l'action les autres cellules. Ainsi, dans les lymphocytes B qui attendent prêts pour la mission, commence la production des anticorps qui vont neutraliser les microbes. En raison de cette mission stratégique, les lymphocytes B sont comme une usine d'armes. Quant aux anticorps produits en analysant l'information des renseignements, ils vont neutraliser l'ennemi. Ils ressemblent à des fusées spéciales anti-ennemis. Quant à la vitesse de production des anticorps par les cellules B, elle est à un niveau étonnant. Elle fabrique des milliers d'anticorps chaque seconde. Comme on peut le voir, cette communication établie entre les cellules auxiliaires T et les cellules B est un code d'alarme très sensible qui appelle toute l'armée à produire des armes. Une mobilisation urgente a été déclarée dans le corps. Désormais, le corps entier est en guerre. L'armée de défense se rassemble dans un court laps de temps et elle est rendue fin prête. L'anticorps, avec sa structure de protéines en 3 dimensions, s'insère dans l'ennemi juste comme il faut, tout comme la correspondance entre la clé et la serrure. Il va se verrouiller sur les parties déterminées de la bactérie ou du virus pour lesquelles des renseignements ont été obtenus, et il va détériorer la structure biologique de l'ennemi. Ainsi, les microbes envahisseurs sont neutralisés, car en produisant les anticorps, les cellules B les ont façonnés sans erreur selon les renseignements qui leur sont parvenus. Ceci ressemble au fait de frapper sur un champ de bataille le tank de l'ennemi avec un missile guidé. Ainsi, une arme anticorps est préparée pour chaque ennemi, de manière appropriée à sa structure, de telle sorte qu'un anticorps produit pour un microbe est inefficace pour un autre microbe. Cette production sensible d'anticorps ressemble à faire des clés conformes à chacune des millions de serrures. Seulement, une cellule B, si petite qu'on ne peut la voir à l'œil nu, dirige sans faute cette production sensible. Ceci est une réussite au-delà des limites de compréhension de l'intellect humain. Les cellules auxiliaires T qui transmettent les renseignements sur l'ennemi à toutes les cellules
font passer à l'action une autre unité spéciale, les cellules tueuses T. Les virus sont neutralisés par les anticorps produits. Seulement, la plupart du temps, les virus envahisseurs utilisent des procédés très sournois. Lorsque le virus entre dans une cellule, les anticorps ne peuvent pas accéder à ce virus. Les virus se cachent parfois si bien à l'intérieur des cellules que ni les anticorps ni les cellules T ne peuvent s'apercevoir de la présence de l'ennemi. Car de l'extérieur, tout semble très normal. Seulement, malgré tout, le système immunitaire ressentira qu'il y a quelque chose d'anormal. Et c'est dans cette situation que les cellules tueuses T détruisent la cellule malade occupée par le virus. Les cellules auxiliaires T ne se limitent pas seulement au fait d'avertir les cellules tueuses T. Elles appellent aussi les macrophages pour nettoyer au plus tôt le lieu de l'événement. Un grand intellect contrôle ce comportement, car les cellules tueuses T sont d'abord obligées de distinguer les cellules à l'intérieur desquelles se cache l'ennemi de celles qui sont normales. Lorsqu'elles trouvent la cellule envahie, elles la détruisent en lui injectant une substance chimique. Après que la victoire sur les microbes est remportée, les cellules T suppresseurs arrêtent le combat. La guerre est finie, mais elle ne va jamais être oubliée. Certaines cellules B qui prennent part à la guerre, en assurant la longévité de leur vie, gardent les enregistrements des molécules des envahisseurs passés. Et d'accélérer une éventuelle guerre à l'avenir. Cette mémoire est très puissante. Quand elle rencontre encore une fois le même ennemi, cette fois-ci, l'arme appropriée est prête dans un laps de temps plus court. La vie des cellules mémoire est beaucoup plus longue que celle des autres cellules. De plus, à la fin de leur vie, en se divisant, elles transfèrent aux nouvelles cellules mémoire les informations d'une guerre qu'elles ont faite. Grâce à ces particularités, elles protègent les êtres humains des maladies pendant des années avec l'information dans leur mémoire. Ainsi, lorsque l'être humain attrape une maladie alors qu'il est un petit enfant, il ne l'attrapera plus dans son âge avancé. Or, il n'est pas possible pour une cellule de déterminer une stratégie à long terme, puis de décider ensuite de conserver l'information. Certes, ceci n'est pas une aptitude qu'a développée la cellule, c'est une particularité que lui a donnée Allah le Très-Haut, celui qui l'a créé. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Que ceux qu'ils disent ne t'affligent pas. La puissance tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. Conclusion. Une grande guerre est menée contre tout microbe qui s'infiltre dans notre corps. Les héros de cette guerre ne sont pas passés par une éducation militaire. Et ce ne sont pas non plus des êtres humains doués d'intellect. Les héros de cette guerre sont les cellules qui sont si petites, de sorte qu'elles ne peuvent même pas remplir un point lorsque des millions d'entre elles se réunissent. De plus, cette armée ne se contente pas uniquement de combattre, elle détermine à elle seule ses stratégies de guerre, elle produit également elle-même toutes les armes. Si toutes ces opérations étaient sous notre contrôle et non celui de nos cellules,
nous n'aurions jamais pu maîtriser cette organisation. Par conséquent, il est clair qu'on ne va pas s'attendre de la part des cellules ou des organes à des aptitudes comme parler en face à face, tomber d'accord, faire des plans et agir avec une organisation magnifique en fonction de ces plans. Imaginez bien que ce dont il est question ici, ce sont de nombreux organes et jusqu'à 1 trillion de cellules. Incontestablement, une communauté de 1 trillion d'êtres humains ne pourront jamais accomplir, en agissant de manière si parfaitement organisée, une mission intense comme assurer la défense, sans retarder ce qu'ils ont à faire, sans oublier, sans s'embrouiller et sans présenter de confusion. Ici, il y a une seule réalité qu'il faut précisément accepter. Comme toute chose grande et petite dans la nature, c'est également Allah le Très-Haut, le possesseur de la force, du savoir et de l'intellect infini, qui a créé toutes les cellules. Nous sommes informés dans le noble Coran que c'est Allah qui donne la guérison à l'être humain. Les paroles du prophète Abraham, paix sur lui, sont données en exemple. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes, le jour de la rétribution.